Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau décryptage tactique. Aujourd'hui, match 1 des finales NBA et l'attaque de Dallas. On va essayer de décrypter l'attaque de Dallas puisqu'elle a pas mal galéré. Donc on va voir qu'est-ce qu'il en est des questions habituelles de est-ce que vraiment ça n'a pas aidé sur Doncic et c'est pour ça qu'il y a eu qu'une assist. Est-ce que Dallas a manqué de spacing? Comment ça se fait que Dallas n'ait pas réussi à gagner le pick and roll, etc., etc. Et donc on est parti, allons-y. Et dès le début de match, premier système de jeu qui est appelé par Jason Kidd. On peut faire pause. Et pourquoi ce système est appelé donc un post-up pour Daniel Gafford? C'est parce que Gafford est défendu par Jason Tatum. Alors pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça? On l'avait un peu détaillé en preview, mais le but c'est que l'intérieur surtout en fait, donc Al Horford ou Porzingis, défendent plutôt Derrick Jones Jr. ou alors un Josh Green ou ce genre de joueur et donc pas le pivot adverse. Pourquoi? Parce que comme ça, Doncic, quand il va faire un pick and roll et quand il va cibler Al Horford ou Porzingis, il pourra pas le faire avec sa cible préférée qui est donc un vrai pivot Gafford ou Lively. Donc c'est pour ça qu'on joue un peu avec les match-ups côté Boston, et donc c'est pour ça que le premier système du match c'est un post-up pour Gafford contre le plus petit Tatum. Ça vient aider, donc ça kick out, 3 points, parfait. Voilà, donc d'entrée de jeu on voit la problématique des match-ups qui va être fondamentale dans cet affrontement et dans toutes ces finales même. On va voir, on enchaîne avec, vous voyez, une isolation, et en effet là, pour le coup, il n'y a pas trop d'aides qui sont déclenchées. Alors, ça n'empêche pas Doncic de ce qu'on avait dit, hein, le côté premier rideau, à quel point est-ce que le premier rideau peut repousser ici et l'empêcher d'aller sur ses spots. On voit que pas tant que ça, parce que vous voyez que petit à petit, il rentre, il va sur le spot à l'intérieur, il s'installe et il prend son pull-up. Donc ça, c'est génial. Mais c'est vrai que, mine de rien, vous voyez que là, en termes d'aide, c'est vrai que quand on a affaire à un Doncic qui va attaquer en isolation, non pas un mismatch, mais isolation et son premier rideau, son match-up normal, on va dire, donc un ailier, donc normalement Jaylen Brown, effectivement, on n'a pas trop de système d'aide. Mais en effet, là, on est parce que c'est face à Jaylen Brown qui est censé être un match-up adapté. Donc là, en effet, là, par exemple, un jour l'idée, on met le meilleur shooter de Dallas à une passe près au cas où il y a une aide, sauf que l'aide ne vient pas, évidemment. De l'autre côté, aussi dans le dunker spot, il n'y a pas d'aide qui vient parce que ça va pas jusqu'au panier. Donc oui, dans ces cas-là, en effet, il n'y a pas d'aide. Mais il n'y a pas d'aide parce qu'on attaque en fait un match-up qui n'est pas un switch. Alors que vous verrez que ce n'est pas le cas pour la suite. Bah tiens d'ailleurs, premier switch de la partie, donc voilà, on fait un pick and roll avec Gafford, ça switch sur l'écran. Pourquoi est-ce que ça switch? Parce que, évidemment, je rappelle ça dès le début, mais on switch pour ne pas offrir de décalage. Donc par exemple, si Jaylen Brown n'était pas ici avec un switch mais serait plus haut sur le ballon, 2 sur le ballon, ça laisserait une opportunité au panier, un décalage pour Gafford pour plonger. Et donc, que se passe-t-il? On switch, évidemment, c'est le schéma de Boston. Mais surtout, ici, à noter, c'est l'organisation du terrain de la part de Dallas. Et donc, notamment, qu'est-ce qu'on fait? On avait parlé déjà sur les décryptages des finales de conférence contre Minnesota. Mais donc, notamment, on fait attaquer Doncic sur un côté où il n'y a personne sur l'aile. Parce que, regardez de l'autre côté, côté droit cette fois-ci, on a Tatum qui est sur l'aile, avec un shooter qui est sur l'aile, et donc Tatum est ici. Et Tatum, en cas de drive main droite, serait ici sur le spot déjà pour gêner le drive dès le début. Donc là, on fait attaquer Doncic du côté où il n'y a personne sur l'aile. Comme ça, il peut en fait progresser et personne ne peut faire un stunt, une aide pour le gêner. Et puis également, on a mis un seul joueur côté fort, côté ballon, c'est Irving, le meilleur shooter. Comme ça, Jrue Holiday non plus ne vient pas aider, et donc Doncic peut driver jusqu'au panier. Voilà, ça c'est l'ajustement classique de la part de Jason Kidd qu'on a vu plein de fois, notamment en fin de série contre Minnesota. C'est on attaque, il n'y a personne sur l'aile, donc personne peut le gêner. Il va sur son spot, et pareil, hein, côté fort, c'est soit Jrue Holiday aide et ça fait une passe rapide pour un 3 points, soit là comme ça il aide pas parce qu'il craint la menace. Et pourquoi est-ce qu'on a un rebond offensif? Parce que on a un switch sur l'action, donc forcément Gafford est défendu par Jaylen Brown, ça marche pas, avantage au rebond offensif. Et donc voilà exactement ce que Dallas a envie de faire, de provoquer le switch et d'organiser le terrain pour faire en sorte qu'on évite les aides. Voilà, pour le coup, pour une fois, Boston n'a pas pu aider parce que on avait les bons shooters aux bons endroits et on a attaqué de la bonne manière. Ici, qu'est-ce qui se passe? Cette fois, c'est un pick and roll de Irving. Et regardez ce qui se passe, jeu de main à main avec Derrick Jones Jr. En effet, ça switch pas vraiment sur l'action, on reste plutôt en drop ici, côté Al Horford. On laisse venir, et le problème c'est que, pourquoi est-ce qu'on peut rester en drop? Parce que regardez, effectivement on aurait un pick and pop totalement ouvert, mais le fait est que Derrick Jones Jr. il a pas tant que ça le pick and pop, donc même si là il est ouvert, Irving lui fait pas forcément la passe non plus, donc ce qui permet de mettre en fait de la pression sur le ballon, là 2 sur le ballon, voire même un peu plus, avec en plus le rôle potentiel, ou en tout cas un alley-oop potentiel dans le dos de Horford qui est géré par Tatum qui garde Gafford. Donc voilà, ça pour le coup c'est à l'inverse de la possession de Doncic juste avant. Ça c'est la possession rêvée de la part de Boston, c'est-à-dire on contient le ballon, on contient Irving avec 2 sur le ballon quasiment, parce que hop on a cette valve de décompression qu'on n'est pas obligé de défendre, et donc voilà, c'est parfait.
On avance, de nouveau Doncic à la baguette, qui va essayer de provoquer le switch. Ça y est, il l'a provoqué avec Horford. Et là, que se passe-t-il? On fait pause. Alors, déjà, première chose, il se contente du pull-up à 3 points. Et c'est pas top. Ça, c'est vrai que c'est un peu c'est ce que je lui reproche beaucoup, c'est d'insister beaucoup sur ça, sur les switches, notamment. On en avait parlé en preview, hein, mais cet aspect de, ok, il est capable de les mettre, mais c'est vrai que là, pour le coup, si t'es Boston, t'es content. T'es totalement content parce que tu vas pas aller titiller, tu vas pas aller chercher à Horford sur sa faiblesse qui est la mobilité jusqu'au panier. Donc, je pense qu'à chaque fois que Doncic et Dallas vont punir avec ce pull-up à 3 points, je pense que Boston sera content parce que c'est le meilleur tir possible à concéder. Et puis de l'autre côté, surtout que, parlons un peu cette fois couverture défensive, non pas choix offensif de Doncic, mais couverture défensive. Vous voyez qu'après le switch, regardez l'attitude de Horford, qu'est-ce qu'il fait? Il presse très haut, très haut, il reste très haut collé à Doncic. Pourquoi? Pour justement être en position au cas où on ait un pull-up à 3 points. Et donc là, le pull-up à 3 points est parfaitement contesté parce qu'on a cette attitude de je presse très haut, quitte d'ailleurs à être vulnérable au cas où il y a un drive, mais c'est pas grave parce que derrière on aura une aide au panier qui viendra compenser. Donc c'est un peu le schéma de 1 contre 1, Horford il peut pas suivre, donc on le fait presser haut et au cas où on l'incite à driver vers une aide. Et puis surtout, regardez aussi, hop, Brown qui est déjà dans le gap ici, qui abandonne son shooter pour au cas où il y a un drive main gauche, cette fois il est dans le gap, donc il bouche l'espace. Et puis côté droit aussi, on aurait eu un drive ici, on aurait eu je pense un stunt de la part de Derek White. Donc c'est là-dessus où je pense qu'il faut un peu de nuance. Et en effet, il y a une possession qui a beaucoup tourné, là, celle que je vous ai montrée, la toute première, je crois que c'est celle-là ici où voilà, beaucoup de monde s'appuie sur celle-là pour dire mais non, mais il y a aucune aide, regardez, tout le monde reste sur ses shooters, on n'aide pas sur le 1 contre 1. Ok, sauf que c'est parce qu'on a un 1 contre 1 face à Jaylen Brown. Donc c'est un match-up qui est censé être bon, un match-up qui est bon pour Doncic. Alors que pour le coup, dès qu'on a un switch, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout, donc ne vous faites pas avoir par le une assist égale pas d'aide. Non. Dès qu'on a un mismatch, on a tout ce système qui s'organise, et là vous voyez que ce côté est bouché, plus une aide qui va être là au cas où il y a un drive. Et voilà, le mauvais choix de la part de Doncic qui choisit de prendre le pull-up à 3 points plutôt que d'aller tester à Horford sur la mobilité. On avance, nouveau pick and roll, vous avez vu, on a obtenu un premier switch avec Tatum. On fait venir sur le ballon Porzingis qui est entré en jeu, donc c'est ça le but. Et comme dit aussi, vous voyez qu'au niveau mismatch, je reprends, au niveau match-up défensif, on a Porzingis sur PJ Washington et non pas sur Lively. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si là, à la place de Tatum, on avait Porzingis, on aurait le classique, le drop classique de Doncic plus Lively, Doncic qui drive plus Lively à l'hoop, qui crée un 2 contre 1 sur le ballon, qui pourrait mettre à mal la défense. Donc, comment est-ce qu'on fait pour empêcher ça? Côté Joe Mazzulla et côté Boston, on met Tatum sur le pivot. Comme ça, on switch, et avec un switch, il n'y a pas de roll possible, il n'y a pas de alley-oop possible, il n'y a même pas d'espace possible pour... hop, si je remonte ici, voilà, s'il y avait un vrai intérieur, il serait ici en drop comme Rudy Gobert, et donc ça laisserait tout cet espace pour Doncic pour pénétrer à l'intérieur sur ses spots. Là, c'est pas le cas. Et c'est pas le cas parce qu'on a Tatum qui est sur le bon match-up. Ok. Mais donc Doncic, il s'en fiche, il dit bon, non, mais moi je veux quand même Porzingis, donc fais-le-moi venir, ok. Et là, Porzingis s'apprête à faire un hard edge. Donc, qu'est-ce que c'est hard edge? C'est au niveau de l'écran. Enfin, il n'est même pas au niveau de l'écran, il va monter au-delà du niveau de l'écran ici même. Il va essayer de monter pour forcer Doncic à contourner, le faire perdre du temps, le temps que Tatum revienne de l'autre côté. Voilà, traverse l'écran. Sauf que fait Doncic? Hop, le contre-move. Je fends le pick and roll en deux, comme on dit, et puis la finition au panier. Et donc, c'est ce qu'on appelle le split du pick and roll, c'est-à-dire je passe entre les deux défenseurs. Je le fends en deux, je le split. Donc, plutôt que jouer le jeu de Porzingis, là, de contourner le hard edge, qui est un peu en retard pour le coup, hop, contre-move, je passe à l'intérieur, et donc je mets les deux défenseurs dans le vent, en tout cas pour l'instant. Au panier, il y a une aide, ok, mais sauf que regardez, il est autour de 3 défenseurs et la finition la plus incroyable qu'on ait vue sur ce match, elle est ici. Donc Dallas arrive, mine de rien, petit à petit, au bout de 1, 2, 3, 4 écrans, à impliquer Porzingis dans l'action, donc c'est tant mieux. On avance et vous voyez, voilà, ça c'est aussi l'autre partie de cette guerre des match-up de la part de Mazzulla et de Boston, c'est que, comme on a Porzingis qui est sur Derrick Jones Jr., on peut rester en drop, donc plus bas par rapport au niveau de l'écran face à Irving. Voilà. Et plus globalement, on a 2 sur le ballon, donc de la pression sur le ballon, mais on s'en fiche, ça concède un décalage, mais c'est pas grave, on donne tout cet espace parce qu'on sait que Jones, a priori, ne va pas pouvoir nous punir sur pick and pop. Voilà, donc c'est vraiment la clé, c'est ce que permet d'avoir ce match-up de Porzingis, non pas sur un pivot, mais sur un plus petit, donc notamment un shooter plus moyen, c'est que, ok, on laisse tout cet espace, mais il va pas pouvoir punir, et même au niveau du close-out, on n'est pas, regardez, close-out, soft close-out, comme on dit, il se jette pas, hop, il attend, il incite à shooter, il laisse faire, et voilà. Donc, c'est un peu tout le but de ces match-ups, et c'est comme ça qu'on arrive un peu à endiguer l'attaque du pick and roll. Avançons, et là, on a exactement la même chose, mais cette fois, non pas sur le pick and pop, mais sur le pick and roll. Regardez, de nouveau,
Porzingis qui est sur Derrick Jones Jr. Donc Doncic veut cibler Porzingis. Évidemment, c'est le défenseur le plus fragile, donc il l'attaque, mais il peut pas l'attaquer avec une vraie menace de alley-oop ou de pick and roll qui est Lively. Donc il le fait avec quelqu'un qui est un moins bon partenaire de pick and roll. Donc on a vu que, hop, sur l'action d'avant, le pick and pop, Derrick Jones Jr., il n'avait pas forcément, donc il pouvait pas punir la couverture. Ok, voilà, ça rentre pas. Et cette fois, on va avoir la version non pas pick and pop, mais pick and roll. Donc il va au panier, mais sauf que on en a parlé dans notre top 15 du match 1, on a fait un top 15 des meilleurs moments tactiques, mais vous voyez aussi que, voilà, c'est pas Lively, c'est un ailier. Alors un ailier qui est assez long, assez grand, d'accord, mais c'est un ailier, et donc il n'a pas du tout la finition proche du panier que pour avoir un vrai pivot ici, qui là, hop, je capte la balle, je peux faire un dribble ou deux comme Gafford, je me libère un espace et j'ai la taille pour finir. Non, là il est obligé de... Enfin, il se fait avoir parce que Porzingis est plus grand en fait. Hein. Donc c'est aussi là-dessus que se joue le match-up, c'est que premièrement, Porzingis peut rester assez haut pour contenir parce qu'il n'a pas la menace dans le dos d'une vraie menace de alley-oop. Hein, donc il n'y a pas la verticalité, il n'y a pas les centimètres côté Derrick Jones. Et puis, même en termes de catch and finish ici, il n'a pas la taille d'un vrai pivot pour monter rapidement au panier avec ses centimètres non plus. Donc voilà, tout ça c'est rendu possible, ou attention avec ta jambe Porzingis, mais tout ça c'est rendu possible par le match-up de Porzingis sur un non-pivot. Voilà, on peut l'appeler comme ça, sur un non-pivot. Donc ni le pick and pop, ni le pick and roll. On enchaîne de nouveau pick and roll avec, on va cibler Porzingis, cette fois on est sur Washington, PJ Washington. Voici, ça fait de facto un petit switch. Voilà, et cette fois, Doncic prend le pull-up à 3 points. Et c'est la différence aussi entre aller chercher Horford et aller chercher Porzingis, c'est en termes de mobilité sur les petits espaces notamment. Et donc là, il y a un aspect où le pull-up à 3 points un peu surprise de Doncic, il est moins contesté que quand c'est Horford. Il y a toujours un peu cet élément de surprise, et le fait que Porzingis ne peut pas presser aussi haut et n'a pas la réactivité qu'à Horford. Donc c'est un peu plus lent, et le pull-up à 3 points est un peu plus ouvert. Donc voilà, excellente petite action pour le coup. Et, alors, les pull-up à 3 points, sur pick and roll ou sur isolation face à Porzingis, ça me dérange un peu moins, et même en saison régulière, souvenez-vous, on avait fait la preview décortiquage des matchs de saison régulière, on avait vu que face à Porzingis, ça passait un peu plus parce que justement les pull-up à 3 points étaient un peu plus ouverts, alors que contre Horford, c'est pas trop le cas. Horford il presse quand même un peu plus haut. On enchaîne avec cette fois un pick and roll, on va cibler non pas un gros mais un petit, mais ça ne marche pas non plus. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on va cibler non pas un gros mais un petit friable, cette fois c'est Sam Hauser, l'excellentissime shooter mais qui n'est pas un bon défenseur, donc on va le chercher sur switch, voilà, switch all automatique de la part de Boston, et là encore, ne pensez pas qu'une assist égale pas d'aide. Qu'est-ce qui se passe? On a Jaylen Brown qui reste dans le gap, qui abandonne un peu son shooter, qui reste ici pour empêcher un drive facile main gauche, et même au niveau du panier on aura des aides au cas où. Et voilà, vous voyez, si on fait un arrêt sur image, est-ce que pour vous ça ressemble à un 1 contre 1 là? Bah non, pas forcément. Donc voilà, ce qui permet aussi à Sam Hauser de presser assez haut et de rester très haut, de mettre de la pression, de provoquer le turnover. Parce que c'est pas un vrai 1 contre 1. Donc face à un match-up normal, ok, on laisse, chacun reste sur les shooters, mais face à un switch, non, et d'ailleurs, on enchaîne, nouveau pick and roll face à un autre switch, et pareil, ce côté un peu choix offensif dont je ne suis pas fan, on va dire. On va chercher le switch, ok, on l'obtient, super, donc là, mismatch. Les Z qui se mettent un peu dans le gap, qui s'organisent, on va venir, et en fait, Doncic qui se contente du pull-up à 3 points. Bon, il peut le mettre, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas aller punir un mec comme Sam Hauser qui n'a pas la taille, qui n'a pas la puissance de ne pas aller le chercher et l'emmener sur drive pour aller proche du panier, c'est un peu dommage. Donc, toujours un peu ce côté, parfois ce côté choix offensif de Doncic sur les pull-ups qui est peut-être un peu frustrant. On continue avec le meilleur exemple sans doute de cette guerre des match-ups qui a permis de anéantir totalement le pick and roll. Je laisse un peu dérouler et puis on va expliquer. Hop, que s'est-il passé? Pareil, on met Porzingis non pas sur Lively, non pas avec, qui défend le meilleur partenaire de pick and roll, et donc là c'est toujours pareil, hein, le même choix pour Dallas et pour Jason Kidd qui est ici, et pour Doncic aussi évidemment, c'est est-ce qu'on va cibler le mauvais défenseur entre guillemets qu'on veut cibler, ou est-ce que on fait le pick and roll avec le partenaire de pick and roll préféré, mais sans cibler le mauvais quoi. Donc c'est un peu, tu choisis ce que tu veux faire. C'est ce que permet aussi ce match-up, cette guerre des match-up, et donc surtout, regardez, il est sur Josh Green, il reste en drop, il va rester bas pour contenir le ballon, voilà, il reste bas. Jaylen Brown ne fait pas du tout un switch, il reste accroché, donc on a ce truc de 2 sur le ballon. Donc on se permet de mettre de la pression ici parce que on a la valve de décompression ici, on n'a pas besoin de faire un close-out.
Et donc, vous voyez tout cet espace dont dispose Josh Green. Et c'est peut-être ça aussi l'ajustement qu'il va falloir faire pour les matchs suivants. C'est si tu as une opportunité comme ça, faut la prendre. Tu prends le pick and pop. Mais en tout cas, côté Boston, c'est exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire, on peut se permettre de mettre la pression sur le ballon parce que comme on a mis Porzingis sur un match particulier, on a fait en sorte que on peut mettre cette pression parce que ce match-up, on s'en fiche en fait. Regardez tout cet espace qui est donné en pick and pop à Josh Green parce qu'on ne le craint pas. Et même regardez l'attitude d'Eric White qui ne va pas faire le close-out, qui voit le ballon, hop, je m'arrête et je reste dans le corner. Je reviens dans le corner sur mon shooter qui est un bon shooter et je laisse shooter. Et donc, tout cet espace qui est donné, ça permet d'absorber totalement le décalage. Et vous voyez que c'est encore un pick and roll. Hop, tir manqué par Doncic en plus. Mais c'est encore un pick and roll où Doncic n'a pas pu faire ce qu'il a fait contre les Wolves, c'est-à-dire le pick and roll classique, Derek Lively, etc. etc. Toute la force de Dallas et ce pick and roll, c'est totalement anéanti par le jeu des match-up. Hop, alors que là, vous voyez que Jaden Hardy tente un peu sa chance, plus de Doncic sur le terrain. Et donc on reste là pour le coup, voilà, Jaden Hardy, on craint pas, Porzingis, on fait pas de switch, on reste en drop, voilà, classique, on laisse venir. Cette fois, on a Lively qui est impliqué, mais c'est pas grave parce que c'est Jaden Hardy, donc on craint pas du tout le flotteur ou le côté drive, layup de Hardy comme on craint Doncic, donc il peut rester un peu en retrait par rapport au alley-oop de Lively. Et voilà, il se contente de contester au panier avec en plus, hop, vous voyez le tag LED de White au cas où il y a un alley-oop. Et donc voilà, c'est contre Jaden Hardy, c'est quand même pas la même menace, donc on peut se permettre de mettre Porzingis pour une fois sur Lively. Et là, un peu le contre-move qui a été testé par Dallas. Qu'est-ce que c'est ? On en a parlé ça aussi dans notre top 15 qu'on a sorti hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, je sais pas pour vous en tout cas. Mais Dallas, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis le joueur qui est défendu par Porzingis, ils l'ont mis sur l'aile. Comme ça, en fait, qu'est-ce que ça permet ? En fait, quand on a une action de ce côté, l'homme qui doit aider au panier, c'est ce qu'on appelle le low man, donc littéralement l'homme le plus bas, donc le plus bas par rapport à la ligne de fond. Donc là, c'est Pritchard. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est que quand on met Porzingis, qui est lui le meilleur protecteur de panier, quand on le met sur l'aile plutôt que dans le corner, ça fait qu'il peut pas aussi facilement aider au panier. En tout cas, on essaie de dissuader comme ça. Sauf que, regardez ce que fait Porzingis, il s'en fiche, il abandonne quand même le joueur sur l'aile et il vient dissuader, empêcher le panier avec en plus le pile switch de Jrue Holiday qui, hop, quand Porzingis vient récupérer, lui il remonte et il prend Kleber. Voilà comment est-ce qu'on arrive à absorber ce décalage. Là encore on a déjà parlé, mais c'est aussi là-dessus que je pense Dallas pourrait insister tout de même parce que il y a aussi ce truc de là si Gafford, c'est pas Gafford, c'est quelqu'un d'autre qui fait une meilleure lecture, il peut voir que Porzingis va au panier et donc on a un shooter ouvert à 3 points sur l'aile. C'est tout le truc, c'est que ok, Porzingis fait quand même le choix d'aider, mais il fait le choix d'aider depuis l'aile, donc il descend quand même de très loin. Ça laisse ouvert un shooter. Donc là, peut-être qu'un meilleur passeur aurait pu tirer profit de ça un peu mieux, et puis ensuite ça déroule, hop, et à la fin, Jaden Hardy qui met un tir un peu compliqué. Voilà, donc mine de rien, la possession est un peu sauvée grâce à Jaden Hardy. On avance avec pick and roll, et cette fois, c'est un side pick and roll, vous l'avez vu, pour essayer d'isoler le plus possible. Je pense d'ailleurs que je laisse dérouler. C'est manqué malheureusement, mais je pense que ça va être un ajustement possible qui a déjà été un peu testé sur ce match 1, mais qui devrait, je pense, en tout cas j'espère, être beaucoup plus joué au match 2. Side pick and roll, qu'est-ce que c'est ? Personne dans le corner, et puis on fait partir le ballon vers le corner qui est vide. Voilà, c'est un peu ça, side pick and roll, donc side vers le côté, littéralement, donc un side pick and roll qui va sur le côté plutôt que plein centre, voilà. Et donc vous voyez que en effet, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ça pourquoi ? Parce que comme il n'y a personne dans le corner, c'est totalement libéré. Le switch de Boston fait que on a une vraie isolation ici. Donc tactiquement, c'est la très très bonne idée. Bon, le problème c'est juste que c'est bien exécuté défensivement aussi, avec le switch qui est parfait, la taille de Sam Hauser qui conteste, qui reste haut, ça presse haut. Et encore une fois, tous les mauvais choix de Dallas pour moi sur ce match-là, ça a été de ne pas punir les switches en allant au panier, mais avec des pull-ups. Un peu trop de pull-up de la part de Irving et de Doncic. Mais en tout cas, dans l'esprit, c'est la bonne chose à faire, je trouve. Ce côté side pick and roll, on force la balle à aller vers un côté totalement vide. Donc on a de la place pour un vrai 1 contre 1 ici. C'est juste qu'ensuite on n'en tire pas profit. Mais là encore, vous voyez qu'il y a un switch. Bon, c'est pas totalement un vrai 1 contre 1. Vous voyez que Jrue Holiday, il abandonne le shooter, il est prêt à aider au cas où il y a un drive. Donc ne pensez pas que Boston laisse des 1 contre 1 et dit vas-y, score, on te laisse scorer et puis on s'en fiche. Et de nouveau, est-ce que vous l'avez vu ? Pareil, on enchaîne action après, un autre side pick and roll de l'autre côté. Donc tout un quart de terrain qui est libéré, personne dans le corner, quart de terrain, le pick and roll qui part sur le côté pour essayer de forcer le switch, en tout cas d'avoir un décalage. Sauf que cette fois, Porzingis qui gère très bien, qui reste très haut. Et je me demande à quel point est-ce que là, Irving n'a pas loupé. Pour une fois que Porzingis défend un vrai pivot, est-ce qu'il n'y a pas une petite passe de alley-oop à faire par-dessus là ? Peut-être.
En tout cas, excellente défense de Porzingis. Donc, 0 sur 2 pour Dallas, mais les side pick and roll, à mon avis, il y a un truc à creuser là-dessus. Peut-être qu'on va se retrouver au match 2 ou 3 en décryptage vidéo, on en verra plus, en tout cas j'espère. Et puis là aussi, qu'est-ce que c'est? Le pick and roll entre petits pour aller cibler Peyton Pritchard, le voici. Un switch all de la part de Boston, donc ça switch sur l'écran pour pas qu'on ait de décalage, ok. Mais là en fait c'est pas que en termes de tactique, je pense que Dallas n'a pas été bon aussi en termes de niveau de jeu, en termes de choix, on a un peu commencé à le détailler, et en termes de shot making, en termes d'adresse, bref, 25% à 3 points, c'est pas top. Mais même là, hein, même sur un truc aussi anodin que ça, regardez, en fait, quelle est l'idée ici, c'est d'avoir un switch, ok. Et pourquoi est-ce qu'on a fait poser l'écran par Hardy? C'est pour emmener Pritchard, mais surtout, vous voyez que Jaden Hardy, c'est un bon shooter. Donc là, en fait, ce qui devrait se passer, c'est temporiser, le temps qu'il s'écarte un peu plus, le temps que Irving vienne un peu plus vers ici et attaque. Et donc comme ça, quand il y a un dézonage de la part de Jrue Holiday, il y aura une passe facile vers le stunt leader, vers le shooter qui doit battre le stunt. Mais sauf que là, vous voyez à quel point l'action est un peu précipitée. Donc là, on est vraiment pas dans la tactique. Le système est le bon. C'est juste de la précipitation de la part de Irving qui passe beaucoup trop tôt. Voilà, il passe beaucoup trop tôt, donc Hardy n'a pas eu le temps de s'écarter, et donc il n'y a pas tant que ça un dézonage. C'est vraiment l'esprit du système est totalement perdu en fait. C'est vraiment l'exécution qui est pas bonne ici. Dans l'idée, c'est bien d'avoir un shooter à une passe près de Irving au cas où pour punir le dézonage, mais sauf que voilà, c'est un peu trop précipité, c'est pas bien fait, et donc Boston s'en sort encore avec une bonne possession défensive. Retour pas de la mi-temps, mais deuxième quart-temps, début de deuxième quart-temps. Est-ce que vous l'avez vu? La balle à Doncic et un écran ici, qu'est-ce que ça va servir? Ça va servir à créer un switch. Voilà, ça switch et donc on a Al Horford sur Irving, super. Et donc maintenant on temporise, on fait remonter Irving, t'as ton switch, on te donne la balle et à toi d'opérer. Voilà, à toi d'opérer et regardez, première chose, l'attitude de Al Horford qui est très très haut, encore une fois, pour un intérieur qui se comporte, qui fait un pressing très haut sur le ballon, voilà, pour empêcher le pull-up à 3 points, ou en tout cas être proche pour quand il faut le faire. Et puis, hop, au panier, le lay-up est manqué. Et là, pour une fois, je vais être indulgent parce que il n'a pas pris le pull-up à 3 points. C'est juste que ça, d'habitude, bon, il y a un peu plus de réussite côté Dallas et côté Irving. Mais voilà. Je me demande aussi à quel point, là, on voit que Jaylen Brown est un peu dans le gap, mais finalement, il fait pas l'aide. On a aussi, en termes de dunker spot, ici, Jrue Holiday qui va couvrir, qui va pas venir aider de manière franche pour empêcher un alley-oop. Donc, en effet, il y a certains principes de, on n'aide pas non plus n'importe comment, on fait un peu attention. Effectivement, je vais pas dire que il y a eu tout le temps des aides hyper agressives. Non. Il y a des fois où, effectivement, ça a aidé moins. Et donc là, Horford qui coulisse super bien. Ok. C'est juste que, bon, parfois, Irving est quand même censé les mettre, ces tirs-là, en tout cas en général. Et donc, remise en jeu ensuite. Et là, une très très belle action de la part d'Irving. Hop, qu'est-ce qui se passe? En fait, il a un switch, il obtient un switch sur la remise en jeu. Donc, hop, le 1 contre 1 contre Hauser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On libère de l'espace, on donne de l'espace pour le 1 contre 1. Sauf que Boston surcharge le terrain avec Jrue Holiday. Vous voyez que c'est un 1 contre 2 ici. Mais à cause de la règle des 3 secondes en défense, il peut pas rester là. Au bout d'un moment, il va devoir partir. Et donc, c'est ce qu'il fait. Et regardez le timing de Irving qui temporise. Et dès que Jrue Holiday commence à partir, il a le dos tourné. Il va commencer à revenir sur son attaquant parce que pas le droit de rester dans la raquette. C'est là qu'il attaque, Irving. Et voilà comment est-ce qu'on arrive à libérer un vrai 1 contre 1 juste avec de la lecture de jeu et en comprenant ce qui se passe sur le terrain, QI basket. Pour l'instant, là il est là, je fais rien, et quand il s'en va, hop, c'est maintenant que j'attaque. Et donc, personne ne vient le gêner, vrai 1 contre 1, lay-up, proche du panier. Super de la part de Kyrie Irving. On enchaîne avec un autre pick and roll, Doncic qui va aller chercher Al Horford, le voici. Et là encore, vous voyez le quadrillage du terrain avec 1 contre 1, ok, mais qui va être protégé avec Sam Hauser qui est prêt à aller dans le gap, Peyton Pritchard aussi, et surtout déjà dans la raquette, Jaylen Brown qui va rester là. Le pressing très haut et très agressif de Al Horford après le 1 contre 1 pour empêcher le pull-up à 3 points, voilà, et pour inciter à driver vers l'aide, justement. Donc c'est parfait, c'est ce qui se passe. 2 contre 1 sur le ballon, l'aide est arrivée. Donc vous voyez que il y a des aides, il y a des rotations sur Doncic. C'est juste que, malheureusement, je laisse défiler, hop, la petite passe pour Gafford. Et voilà, c'est tout l'ingrédient secret de Doncic, c'est sa taille et son passing. Et donc là notamment, prise à 2, il n'est pas étouffé du tout. Vu qu'il y a 2 sur lui, ça veut dire qu'il y a 1 contre 2 ici, vous le voyez, côté faible avec Derrick Jones Jr., Gafford et Jrue Holiday. Et Gafford arrive à prendre la position par-dessus Jrue Holiday. Donc la petite passe en cloche, voilà, pour battre la prise à 2 et scoring. Donc là pour le coup c'est possession typique de on switch, ok, le pressing haut, les aides derrière, on va aider sur le drive, voilà, on l'incite à driver en pressant haut, la prise à 2 c'est parfait, mais sauf que c'est Doncic, il arrive à trouver la passe sans paniquer par-dessus toute la longueur des défenseurs.
Un exemple encore un de mauvaise gestion du mismatch et de l'attaque du mismatch avec Irving. Voilà, là on a Peyton Pritchard est dans le match, il est sur Irving, que se passe-t-il? Comment est-ce qu'on va le cibler? Le pull-up à 3 points. Voilà, moi typiquement c'est ça que j'aime pas trop, c'est que il y a aussi des matchs comme là où en fait si tu les enchaînes, il n'y a pas de problème, mais quand la machine est un peu enrayée comme là, tous ces pull-up à 3 points, en fait tu viens sauver les fesses de Boston. Tu leur fais ce cadeau parce que Peyton Pritchard n'est pas capable d'arrêter sur du drive Irving. Mais très peu de monde sont capables de le faire. Donc là, c'est un peu une mauvaise attaque du mismatch pour moi, parce que pour le coup, tu aurais pu largement attaquer, en plus sur une semi-transition où c'est pas totalement organisé là. Si tu attaques avec ton premier pas, avec ton dribble, et que tu vas au panier, je pense qu'il y avait une opportunité. Donc là encore un mauvais choix d'attaque du mismatch, je trouve, de la part de Irving. Cette fois-ci, que se passe-t-il? Toujours sur 1 contre 1 contre Pritchard, pas système, on l'attaque, puisque Boston offre ce mismatch. On l'attaque, c'est bien, mais malheureusement, le lay-up est manqué. Donc, c'est pas grave, pour moi, ça, cette action, pour le coup, c'est pas grave, c'est juste que, oui, sur ce match-là, ils ont eu très très peu de réussite en termes de lay-up, Doncic et Irving. Les deux ont manqué des tirs qui étaient un peu, d'habitude, faisables pour eux. Mais en tout cas, j'aime bien parce que le match-up est là, ok, pas de système, c'est un match-up que je peux attaquer, que j'ai envie d'attaquer, et donc, en effet, je vais au panier. Boston ne déclenche pas d'aide parce qu'ils assument un peu ce côté Pritchard sur Irving, on l'assume, on va pas aider, ok, eux ils considèrent que c'est un match-up normal pour Boston, donc on n'aide pas forcément énormément, c'est juste que là, d'habitude Irving il le met quoi. On enchaîne avec la balle au poste bas à Doncic. Et alors pourquoi est-ce qu'il y a ça? Parce que en transition en fait, on a réussi à obtenir le mismatch après un rebond et un tir, on a obtenu Doncic sur Pritchard et donc là c'est un mismatch que Boston ne veut pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le punit immédiatement. Voilà, balle au poste bas. À la moindre petite erreur, tu es puni en finale NBA par Doncic, par Dallas et par des équipes d'élite. Voilà, c'est le jeu, c'est-à-dire transition, mauvais match-up, on fait tourner, on donne à Doncic et voilà. Vraiment, il n'y a pas de très très peu de marge d'erreur à ce niveau-là. La moindre petite erreur, tu es puni, et ça paraît normal aussi. Et là, pareil, autre erreur sur un rebond, après un rebond défensif de Dallas. Nous avons Porzingis qui est sur Lively, alors que Doncic est sur le terrain. Donc là, c'est le combo parfait, pour Dallas, mais redouté de la part de Boston, qui ne veulent absolument pas ça. Et donc, regardez, la seule fois où on a Doncic sur le terrain, plus Lively, qui est défendu par Porzingis, que se passe-t-il? Ça attaque. Alley-oop, faute sur l'alley-oop. Voilà. Comme dit, la moindre petite erreur est punie, et donc là on n'a pas du tout le match-up qui est censé être celui à la base, on veut pas du tout Porzingis sur le ballon et surtout pas sur Lively. Là on fait l'erreur, donc en effet, drop classique, 1 contre 2, Doncic qui drive plus dans le dos, alley-oop de Lively, difficile à gérer. Voilà ce sur quoi Minnesota s'est cassé les dents en termes de défense, et voilà aussi pourquoi Boston ne veut pas Porzingis sur Lively ou sur Gafford, parce que on peut pas gérer ce drop, c'est infaisable. Voilà, donc petite erreur de match-up qui est punie. On retrouve de l'autre côté le switch Horford qui va sur Doncic. Ça aide au panier et malheureusement c'est mal géré de la part de Lively. Petite paire de balles, alors que dans l'esprit c'était quand même très très bien. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une action zoom action, écran plus dribble and off. Voilà, on obtient le switch. Nous avons encore une fois un Porzingis qui est sur un non-shooter plutôt que d'être sur le pivot. Ok, donc il va pouvoir être en deuxième rideau. Et donc là, pareil, 1 contre 1, regardez comme ça presse très haut, il est très très haut, alors Ford il est collé à Doncic, donc on l'incite à driver, vous voyez, l'angle est ouvert, on l'incite à driver vers les aides. Voilà, une première aide de Derrick White ici, Jaylen Brown qui s'écarte, mais Porzingis qui arrive, 2 sur le ballon, la petite passe derrière, dessous, voilà. Et ça, d'habitude, dans les 90% des situations, c'est un dunk pour Dallas. Bon, là, Dallas est en manque de réussite sur à peu près tout. Tous les trucs un peu faciles, d'habitude, il les manquait. Mais dans l'esprit, voilà, c'est très bien. On provoque le switch, ici, hop, switch, je l'attaque, ça provoque les rotations de Boston et je le punis. Voilà. Donc ça, c'est pas une assist dans le box score, mais ça aurait pu, est-ce que ça aurait dû même, est-ce qu'on ira jusque-là? Peut-être aussi. De nouveau pick and roll contre Porzingis et de nouveau 2 sur le ballon. Pourquoi? Parce que on s'en fiche de laisser ouvert à 3 points le pick and pop. Voilà, encore une fois, toute la magie de mettre Porzingis sur un autre chose que le pivot, c'est qu'il n'y a pas de roll, il n'y a pas le roll jusqu'au panier, et même sur le pick and pop, on s'en fiche, on reste en drop, 2 sur le ballon. Vous voyez qu'à quel point le terrain est congestionné aussi. Là, vous voyez, le spacing est pas très bon, mais c'est un peu le jeu avec Dallas, ils n'ont pas non plus un spacing génial, mais on peut se permettre de mettre 2 sur le ballon parce que le pick and pop, on le défend pas, on s'en fiche, et donc, voilà. Tout ça grâce au jeu des match-up. Je commence à le répéter depuis 10 minutes, je pense que vous avez compris. On enchaîne avec ce nouveau pick and roll, on va cibler Al Horford, le voici. Boston qui fait un switch immédiat, et d'ailleurs vous voyez que Jaylen Brown fait l'effort de repasser par-dessous, hop,
je reviens entre Lively et le panier pour empêcher le roll dans le dos du switch. Voilà. Donc 1 contre 1. Et donc, que se passe-t-il? Encore une fois, le pressing très haut de la part de Horford. Voilà, je reste collé. Pull-up à 3 points. Et encore une fois, tu ne punis pas vraiment le mismatch. C'est un peu dommage, encore une fois. C'est un peu le thème d'aujourd'hui, hein, vous avez remarqué. Mais voilà. Avec d'ailleurs, vous voyez que ça a switché, mais pour le coup, là, Jaylen Brown traîne un peu dans les parages au cas où il y a. Donc, Doncic veuille attaquer sur du drive. Il reste un peu par là. Non, mince, je peux pas. Donc, je reviens sur le pull-up. Et voilà. Ça, Boston est très, très, très content de concéder toute la soirée des pull-up à 3 points plutôt que des drives. Et donc, que se passe-t-il? Retour de temps mort. Nous avons le système classique qui est dégainé, c'est-à-dire le post-up pour Doncic, un écran en diagonale pour le faire aller au poste bas. Alors, avec en plus d'ailleurs un switch, hein, si possible, on peut obtenir un switch. Donc, c'est ce qui va se passer. Voilà, écran pour Doncic qui va s'installer au poste bas. Sauf que Horford a bien switché. Il est en avance, il connaît le système et il arrive même à dévier la balle. Pardon. Super. Et puis sur la remise en jeu, on fait pas le même système évidemment. Balle à Kyrie Irving. Et là, pour le coup, c'est aussi une petite erreur de la part de Boston. Qu'est-ce qui se passe? Une zoom action, donc un dribble end-off plus un écran pour Kyrie qui remonte. J'allais dire Zion, je sais pas pourquoi j'allais dire Zion Williamson, mais pour Kyrie qui remonte. Et là, le problème, c'est la petite erreur, parce que Jrue Holiday vient un peu, il dézone un peu, il reste un peu dans la raquette au cas où il y a quelque chose qui se passe par ici, donc il abandonne le shooter, mais l'erreur, c'est surtout de faire un close-out agressif. C'est un hard close-out ici, il se jette un peu trop, ce qui permet à Derrick Jones Jr. d'attaquer le close-out. Voilà. Et ça, c'est le genre d'erreurs qui sont un peu dommages, parce que sur un non-shooter comme ça, ou sur un shooter un peu moyen comme ça, t'es censé un peu t'arrêter ici, faire un soft close-out et ne pas te jeter, mais l'inciter à prendre le 3 points, parce qu'il n'est pas non plus hyper à l'aise là-dessus, même si on a vu que contre KC, contre Minnesota, il pouvait les mettre, mais voilà. Là, autoriser le drive sur une attaque de close-out, c'est un peu une erreur, mais en même temps, c'est aussi le genre d'erreur que tu fais dans le feu de l'action. C'est des erreurs aussi, des close-out comme ça, erreurs de close-out que Minnesota aussi a fait, même si tu sais que c'est pas un top shooter et que t'es censé un peu le laisser faire, intuitivement, parfois tu fais pas le bon close-out, donc voilà. On avance, ça fait tourner Doncic face à Jrue Holiday, et là encore, le quadrillage du terrain qui est très très bon. Vous voyez qu'il a voulu attaquer en 1 contre 1, il peut le faire, mais Jaylen Brown est déjà dans le gap, il abandonne son shooter, il est dans le gap et il va se mettre là pour rétrécir le terrain, voilà. Donc voilà, là encore, quand on fait un arrêt sur image, est-ce que pour vous c'est un 1 contre 1 ça? Non. Est-ce que il n'y aurait pas une opportunité de passe ici, et donc d'assist potentiel? Oui. C'est juste que voilà, Boston quadrille le terrain et on n'était pas dans un grand soir pour Doncic. Et là, le gap, le stunt de notre ami Jaylen Brown qui se met déjà dans l'espace. Voilà, je réduis et donc je ferme totalement l'angle. Plus d'ailleurs dans le dos ici, dessous on a Derrick White au cas où. Et donc voilà, on arrive à totalement endiguer le drive et à empêcher le drive jusqu'au panier de Doncic. Donc c'est parfait grâce au premier rideau plus une aide. Donc génial. Et de nouveau, 1 contre 1. Et de nouveau, Doncic et Dallas qui n'étaient pas en forme, hein, ni Doncic ni Irving. Parce que là, pour le coup, on a un vrai 1 contre 1. Qui est-ce qu'on a mis ici? C'est pas un hasard, on a mis le meilleur shooter à une passe près. Comme ça, là, le stunt qu'on a vu sur l'action d'avant. Hein. Hop, si j'arrive à retrouver. Évidemment, hop, ici, on avait PJ Washington. Donc, c'est ça qui a permis à un non-shooter, à Jaylen Brown qui défendait PJ Washington de venir boucher l'espace. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait l'action d'après? On met Irving dans le slot, dans l'aile. Comme ça va empêcher Jrue Holiday de venir aider. Il se dit, je peux pas abandonner un bon shooter, donc il fait juste un petit stunt, il bluffe, et puis je reviens. Voilà, je peux pas m'interposer vraiment. Et on est sur aussi une finition au panier. Bon, vrai 1 contre 1, je vais sur mon spot, ça d'habitude, Doncic, il le met. Un peu dommage, mais voilà, dans l'esprit c'est bon, mais dans la théorie, dans la théorie c'est bon, mais dans la pratique, on n'a pas affaire à des joueurs qui étaient en forme, hein, Doncic et Irving. Donc malheureusement, là pareil, l'idée était pas mal, c'est de faire un dribble end-off avec en plus aucun pivot sur le terrain pour Dallas. On est sur des séquences avec Maxi Kleber en poste 5, donc du spacing. Là, vous voyez que Boston, qu'est-ce qu'ils font? On fait venir le mec qui défend à Horford pour cibler à Horford, sauf que Boston dit non, on fait un pré-switch, voilà, avec Derrick White qui prend la responsabilité, comme ça, toi tu peux rester loin du ballon. Voilà, et donc, le pivot de Boston n'est pas impliqué sur l'action comme Dallas le voulait. Et petite faute offensive sur l'écran, malheureusement. Là encore, hein, là c'est de l'exécution parce que je pense que c'est juste Irving qui part trop tôt et qui laisse pas le temps à Kleber d'arriver. Regardez, il est encore en l'air, Maxi Kleber, il a même pas atterri que Irving part et donc faute offensive assez facile à siffler là pour le coup, niveau arbitral.
Donc là, c'est encore une fois question de exécution, des tout petits détails qui sont mal gérés par Irving ici et qui donc provoquent la faute offensive, alors un quart de seconde plus tard ou une demi-seconde plus tard, c'était fait et c'était un bon écran, je trouve. Donc un peu dommage. Et puis là, que se passe-t-il? Écran, toujours pareil. Séquence de 5 out avec Maxi Kleber en poste 5. On va cibler Hallerford, c'est fait. On a une espèce de 2 contre 1 sur le ballon avec un troisième homme qui va venir couvrir le pick and pop. Et c'est aussi là-dessus que je trouve que l'action est vachement intéressante parce que vous voyez que, mine de rien, ça c'est un schéma que pour l'instant on n'a pas trop vu. D'habitude ça fait un switch all côté Boston. Là ça fait 2 sur le ballon plus un troisième homme qui doit venir couvrir le pick and pop. Alors que si ça avait été Derrick Jones Jr. ou si ça avait été un roll, on n'aurait pas eu besoin de le couvrir. Mais là on a donc 2 contre 1 sur le ballon et un troisième homme impliqué sur l'action. Est-ce que ces séquences de 5 out avec Maxi Kleber en poste 5, ça peut se développer pour provoquer ce genre de réaction et de décalage plus important dans la défense? Peut-être. Et là encore, encore le turnover totalement évitable de la part de Kyrie Irving. Donc pas en forme pour le coup. Ça c'est turnover non provoqué. Donc pas du tout en forme sur ce match-là, vous l'aurez compris. Et encore une action assez significative côté Dallas cette fois-ci par contre, c'est les écrans posés très haut. Que je trouve on n'a pas assez vu sur ce match-là pour le coup, match 1, qu'on a vu beaucoup contre Minnesota, qui est un excellent contre-move, mais l'écran posé très haut, qu'est-ce que ça permet? Ça permet que l'écran ici, il y a tout cet espace dans le dos de l'écran. Et donc, ça peut permettre de cibler un drop, un switch, un edge, n'importe quoi, parce qu'il y a tout cet espace à attaquer. Là, en l'occurrence, c'est censé être un switch, mais Tatum ne veut pas monter très haut pour justement avoir le minimum d'espace dans le dos, donc il monte pas très haut. Sauf que le fait qu'il monte pas très haut et qu'il réceptionne pas Doncic à l'écran, ça fait que Doncic arrive lancé et donc il peut attaquer. Et là, voilà. Là, en effet, en plus, on a cet aspect de, il n'y a pas de pivot sur le terrain, il n'y a pas Lively, il n'y a pas Gafford, on a plutôt un poste 5 qui shoot. Donc, non seulement l'écran est posé très haut avec tout cet espace, mais surtout, il y a de l'espace parce que on a un spacing maximum. Et donc on arrive à libérer un drive parfait pour Doncic avec d'ailleurs petit rajout aussi dans tout ça. Vous le savez, qu'est-ce qu'on fait? On attaque le côté où il n'y a personne sur l'aile. Voilà, comme ça personne ne peut s'interposer à ce moment-là. Il peut continuer sa course. On attaque le côté où il n'y a qu'un seul joueur et ce joueur est dans le corner. Comme ça personne sur l'aile pour faire un stunt à ce niveau-là. Vous connaissez, on en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, il n'y a pas de hasard, il y a que des détails qui comptent finalement. Et donc là, c'est parfaite action de la part de Dallas. Je suis un peu déçu qu'on l'ait pas vu plus, ce combo écran très haut plus attaquer l'aile où il n'y a personne. Et de nouveau, effectivement, quand c'est de l'isolation pure et dure, non pas face à un switch, mais face à un match-up direct. En effet, dans ce cas-là, Boston ne fait pas des aides très agressives. Vous voyez que on le laisse faire. Encore une fois, on a mis Irving ici à une passe près, le meilleur shooter à une passe près. Comme ça dissuade l'aide au début du drive. Ok, donc là encore, je l'idée qu'il fait un stunt mais qui revient. En fait, il bluffe. Il fait un bluff, comme on dit. Hop, c'est pas un vrai stunt, c'est juste je bloque. Et oui, en fait, là, il est sur ses spots et enfin, ça vient aider. Bon, malheureusement, comme ça manque de bons shooters, c'est pas très grave et c'est pas puni. Mais voilà, en fait, il y a un peu de nuance à avoir. Il y a des fois, contre les switch, on aide, et contre les non-switch, non, on n'aide pas aussi facilement. Et mine de rien, vous voyez que, encore une fois, Doncic arrive à aller sur ses spots contre le premier rideau. Même si c'est Jalen Brown qui est plutôt costaud, on va quand même sur ses spots dans la raquette. Et enfin, quand l'aide arrive, on kick out. Mais comme il n'y a pas de bon shooter, c'est pas top. Et on n'est pas puni. On avance avec un autre pick and roll. Cette fois-ci, vous avez vu qu'on a obtenu un premier switch avec Hallerford. Voici, on obtient ensuite Porzingis. Voilà, ça switch. Donc Porzingis sur le ballon. Et donc là, par contre, c'est un switch. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Switch égale aide. Et en effet, ça presse très haut côté Porzingis. On a Jalen Brown dans le gap qui abandonne totalement Kleber qui vient en pré-rotation et qui est prêt à jaillir et à aider. On a Hallerford aussi qui va être dans la raquette, qui abandonne son propre attaquant qui va venir aider. Voilà. Et donc, prise à 2 et Doncic est complètement étouffé. Bon, il se trouve que c'est Doncic. Il se trouve que Doncic, il a une taille incroyable et un sens de la passe incroyable. Et donc regardez-moi ça. Par-dessus, la prise à 2, la petite passe en cloche. Je ne m'en remets toujours pas de cette passe, c'est incroyable. Incroyable. Donc voilà, ça switch, on arrive à provoquer le switch, on arrive à obtenir Porzingis sur Doncic, donc c'est parfait. Les systèmes d'aide qui viennent, mais sauf que Doncic, dès que ça aide, il peut punir. Et donc là, voilà. Magnifique. Avançons, voici Irving à la baguette. Le voilà, il a obtenu le switch avec... il a obtenu Hallerford, et donc que se passe-t-il quand on a un switch? On a quelqu'un qui est déjà dans le gap, comme on dit, qui abandonne, qui dézone totalement. Sauf que, regardez dans quelle configuration on se trouve, c'est des séquences sans pivot. Avec donc Maxi Kleber qui est en poste 5,
Et donc, quand on a isolation plus aide ici qui est déjà en pré-rotation, qu'est-ce qu'on fait? On sort sur Maxi Kleber, qui est dans l'aile, qui peut attaquer le close-out. Voilà, donc c'est aussi tout l'intérêt d'avoir Maxi Kleber en poste 5, donc à voir s'il peut pas avoir plus de minutes, mais vous voyez que ça libère beaucoup d'espace, et ça permet de punir les aides. Parce que là, pourquoi est-ce que Derrick White se jette? C'est parce que on a une vraie menace de 3 points avec Kleber. Donc c'est pas, là pour le coup, c'est pas Josh Green. C'est pour ça que là, il le fait pour de vrai, le close-out. Et sauf que, hop, je peux attaquer en sortie de dribble, attaquer le close-out, aller finir au panier. Et puis là, que se passe-t-il? Simplement Luka Doncic qui va attaquer en semi-transition. Voilà, il va sur son spot. Encore une fois, pourquoi est-ce que là, il prend pas le tir? Alors que d'habitude, ça serait un peu du pain béni, là, 1 contre 1. En plus, il a mordu sur la feinte Jaylen Brown. Bon, manque de réussite. Sur un autre, le vrai Doncic qui aurait pris le tir, ou des lancers francs, ou les deux d'ailleurs, pourquoi pas. Donc ça revient sur Irving qui a obtenu sur un switch un peu de facto Porzingis. Donc pourquoi est-ce que je fais pause ici? Est-ce que pour vous ça ressemble à un 1 contre 1 là? Est-ce que là ça ressemble pas plutôt à un 3 contre 1 avec non seulement on a le switch donc il va presser assez haut évidemment pour l'inciter à ne pas l'attaquer en pull-up, pour l'inciter à driver vers une aide qui est ici, de l'autre côté de la raquette, hein. Son joueur est là mais Derrick White est de ce côté de la raquette, plus ici dans le gap aussi, on abandonne Kleber et on se met ici pour avoir un vrai 1 contre 3 pour protéger Porzingis. Voilà, donc c'est pas vraiment, c'est un peu un raccourci, hein, le côté 1 contre 1 et aucune aide et on les laisse scorer. Non, pas vraiment, parce que là on voit bien que hop, ça obtient le switch. Non, c'est pas là, pardon. Hop, on continue d'avancer. Ici même, les rotations, ça vient quadriller le terrain. Et donc là, Irving, il dit, mais qu'est-ce que je peux faire là? Où est-ce que je peux aller pour le coup? Je peux aller nulle part, donc je fais la passe. Ça revient sur Doncic qui a une deuxième opportunité d'attaquer Jaylen Brown. Donc cette fois, il le fait. Un petit pull-up, et puis voilà. On avance. Nouveau pick and roll, nouveau Porzingis impliqué dans l'action. Hop, c'est ici. Et cette fois, la spéciale. Hop, le changement de direction, le pull-up. Et badaboum. Et vous avez vu encore une fois à quel point on en a parlé tout à l'heure, mais contre Porzingis, sur des changements de direction, mais il est moins réactif, il y a moins de réactivité et de pressing possible que par rapport à Horford. Et donc, les pull-ups à 3 points sont un peu plus, beaucoup plus libres, parce que là, c'est le classique de hop, j'attaque, et en fait, non, je m'arrête, je recule, le step back, et j'ai de l'espace. C'est encore un tir compliqué, mais au moins, c'est pas un tir contré ou très contesté par Horford. Et surtout, la clé d'action, qu'est-ce que c'est? C'est le snake du pick and roll. Donc, c'est je pars à droite, hop, et finalement, je reviens à gauche pour embêter Jaylen Brown, parce que pareil, Jaylen Brown doit d'abord aller à droite, puis ensuite à gauche revenir, donc il est d'autant plus en retard. Donc ça force Porzingis à monter un peu haut sur Doncic, et donc une fois qu'il a Porzingis sur lui, c'est facile, hop, le changement de direction très cassant, le pull-up, et voilà. Voilà comment est-ce qu'on arrive à punir un peu Porzingis. Voici pour la première mi-temps, on avance sur la deuxième mi-temps à présent. Troisième quart-temps, le voici, un système très simple qu'on a déjà vu contre Minnesota. Qu'est-ce que c'est? Le pick and roll, et devinez quoi? Eh bien, on drive vers un côté où il n'y a personne sur l'aile pour faire un stunt, et vers un côté où Irving, le meilleur shooter, est dans le corner. Voilà, donc comme ça, Doncic peut driver, et personne ne le stoppe. Voilà, premier système de la mi-temps, Jason Kidd qui emploie son meilleur système de... On met Irving, hop, ici, un système pour Irving avec en plus un switch, du coup, il obtient Al Horford sur lui, donc Horford est encore plus paniqué à l'idée d'abandonner Irving, donc il reste dans le corner, et donc s'il reste dans le corner, regardez à quel point le drive est non contesté de la part de Doncic. Voilà, il drive main droite et personne vient s'interposer, surtout pas Al Horford, et donc on va jusqu'au panier. Vous voyez à quel point aussi, quand il n'y a pas d'aide, le premier rideau, ça a beau être Tatum, c'est pas assez solide, hein, il peut aller sur son spot pour là, et regardez aussi à quel point on attaque volontairement le côté où il n'y a personne, parce que de l'autre côté, sur l'autre aile, Derrick Jones Jr. est ici. Joe Holiday, il aimerait bien faire un stunt et venir dézoner, hein, sauf qu'il est trop loin. Il n'est pas du bon côté, donc je peux pas. Donc parfait premier système de la part de Dallas pour mettre en jambe et mettre en route Doncic pour son drive. Voilà. Autre tentative ici. Pareil, deuxième système, qu'est-ce qu'on fait? Un side pick and roll, donc tout en quart de terrain libéré, personne dans le corner. On attaque un side pick and roll qui part sur le côté. Sauf que cette fois, le premier rideau est assez solide. Pour le coup, Jaylen Brown, excellent travail de repousser, non pas seulement coulisser, mais bien repousser, et hop, l'action ne marche pas. Donc même si on a une espèce d'isolation, ça marche pas, on lâche le ballon. Irving, le mouvement off-ball pour attaquer Jrue Holiday, il va le faire. Sauf que Jrue Holiday est pas mal. Là, il y a un écran pick and roll, donc on se dit il va attaquer là. Mais en fait, il refuse l'écran. Sauf que Jrue Holiday se fait pas prendre par surprise, et donc il vient contester le pull-up. C'est juste dommage qu'à la fin, il y ait le rebond offensif. Mais pourquoi aussi? Pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce que, comme d'habitude, on veut plutôt Al Horford sur Derrick Jones Jr. Et donc, on a aussi Gafford qui est défendu par Tatum. C'est un peu le jeu, hein, c'est le jeu des match-ups. Et c'est peut-être un aspect où, justement, Dallas ferait bien d'insister là-dessus, sur cet aspect de, si tu veux pas
tu veux protéger tes bigs en les mettant pas sur Gafford ou Lively, il faut bien que Gafford et Lively viennent un peu te punir de ça. Donc à voir peut-être à l'avenir sur les prochains matchs à quel point est-ce qu'on peut punir ce côté Tatum qui défend un plus gros avec notamment donc du rebond offensif ou du post-up comme on a vu sur la première action du match. Et de nouveau, Irving dans son rôle de stunt beater. Alors cette fois, Doncic à la baguette qui va attaquer. Il va attaquer cette fois un côté où il y a quelqu'un sur l'aile pour le coup, mais ce quelqu'un c'est Irving. Et donc, comme d'habitude, quand c'est un bon shooter, Jrue Holiday, regardez, il fait un bluff, il vient pas totalement faire un stunt et s'interposer. Juste, hop, je fais un stunt pas très agressif, je m'interpose pas vraiment parce que si je le fais, ça fait une passe près. Si là, Jrue Holiday fait un truc agressif en se mettant ici, il y a une passe facile pour un shooter d'élite. Donc on ne le fait pas. Doncic qui va sur son spot. Malheureusement, encore un lay-up qu'il manque, alors que d'habitude c'est le genre de tir qu'il est capable de mettre, ce genre de flotteur dans la raquette. Donc dans la théorie, parfait, mais dans l'exécution, encore une fois, on n'avait pas quelqu'un qui était en forme avec Doncic. Petite transition qui fait du bien pour Irving, qui permet d'attaquer un peu dans l'espace. Voilà, avant que la défense soit vraiment posée, on attaque. Comme ça, les stunts sont pas prêts. Et panier. Et je me demande à quel point ça peut pas être aussi un ajustement, ça de la part de Dallas, d'essayer d'attaquer un peu plus, non pas en transition, mais en semi-transition, c'est-à-dire que on n'est pas totalement en contre-attaque là, mais la défense n'est pas encore en place, donc on attaque vite, voilà, on attaque très très vite, donc là, le stun qui est censé venir, il vient pas, de la part de Tatum par exemple, tout n'est pas encore organisé, et donc on peut attaquer et avoir un tir ouvert assez rapidement. On avance, Doncic qui va chercher Al Horford de nouveau, le voici, et bien voilà, ce que je vous dis depuis le début, ce côté on switch et on presse très haut de la part du mismatch ici, on va presser très très haut, que se passe-t-il? Al Horford il presse très haut et cette fois il arrive même à punir en contrant le tir, le pull-up à 3 points. Donc voilà, c'est exactement ce que veut Boston et Dallas tombe un peu dans ce piège de se contenter du pull-up à 3 points. Sauf que c'est exactement ce que veut Boston, en disant à son big de switcher plus de presser haut. Voilà, c'est parfait. Et encore une possession où tu as le switch, tu as un mismatch, mais Doncic ne va pas tester, ne va pas l'attaquer pour aller au panier. Là, vraiment, je ne sais pas si vous remarquez, mais contrairement à la série contre Minnesota qu'on avait décortiqué, Doncic ne fait quasiment aucune touche dans la peinture. Il n'y a pas du tout. Boston est arrivé à complètement empêcher Doncic et Dallas de faire des drives et d'arriver à créer du chaos, de hop, je pars d'ici, je vais dans la raquette et je crée du chaos comme ça. Pour l'instant, sur ce match, Doncic, le nombre de drives qu'il a fait, il est quand même extrêmement limité. Que se passe-t-il ici? Voilà. Encore une perte de balle totalement évitable et en plus non provoquée. C'est juste la défense de Jrue Holiday sur Irving. Voilà. Ensuite, switch all avec Derrick White qui change sur l'écran pour qu'on n'ait aucun décalage, donc super. Et sauf que là, on peut même pas attaquer parce que perte de balle. Voilà, on se dribble sur le pied. Bon, si vous aviez besoin encore d'un exemple que les mecs étaient pas en forme, ils étaient pas dans leur assiette. Voilà un autre exemple. Et voici un autre exemple du side pick and roll. Super, le side pick and roll dont je vous parlais, ce côté, on libère le corner, ça permet d'arriver à lancer un pick and roll sur le côté, un side pick and roll qui part sur le côté, voilà, et donc ça donne une espèce d'isolation parce qu'il y a tout cet espace pour pouvoir attaquer. C'est exactement ce qui se passe avec Irving qui peut attaquer en isolation Horford et qui cette fois peut aller jusqu'au panier. Voilà, c'est parfait. Ça c'est le genre de truc que je m'attends à voir un peu plus sur le match 2 notamment, et après 3 et 4 peut-être. C'est ça, c'est des side pick and roll pour cibler et pour isoler un peu plus dans la géométrie du terrain. Ça permet d'avoir tout cet espace où on a une vraie isolation. Et puis après, vous savez, c'est le fameux le jeu de dribble là, de Irving qui fait n'importe quoi avec le ballon, le magicien du ballon, hop. Et ce que j'aime bien à la fin, c'est que Al Horford s'excuse. Regardez, il dit non, c'est ma faute, mais mais en fait, c'est pas de ta faute, Al Horford. En fait, n'importe qui aurait pu se faire avoir. Enfin, c'est pas de ta faute. Hein. Franchement, ne t'en veux pas. Regardez le replay. La fameuse action magique du dribble de Irving sur Horford. Voilà. Et après, il dit, le bon vieux Al Horford qui dit c'est ma faute, mais non, t'inquiète pas, c'est pas très grave. Hop, autre ajustement, et ça aussi, j'aimerais bien le voir beaucoup plus match 2. C'est quoi? C'est ce que j'appelle du bully ball de la part de PJ Washington, notamment. Et pourquoi alors? Parce que Boston s'en sort depuis le début. Hop, si je remonte ici, non, c'est pas ici, c'est hop, c'est ici. Voici. Souvenez-vous, on l'a décortiqué cette action, c'est le fameux turnover où il se dribble sur le pied. Mais donc, si on monte à cette action, qu'est-ce qui se passe? On a Derrick White qui est en marquage sur PJ Washington. Pourquoi? Parce que ça permet de, quand on fait venir un écran, voilà, on switch et donc on passe de Jrue Holiday à Derrick White. Voilà, le fait d'avoir mis
Derrick White sur Washington fait que sur l'écran, ok, en fait, il n'y a pas de mismatch. Et donc, quel est l'ajustement? C'est si tu mets un plus petit sur moi, au bout d'un moment, je ne veux pas juste poser des écrans, en fait. Hein, on va donner le ballon à Washington et plutôt que de le faire poser un écran, tu attaques. Tu attaques directement. Et en effet, dans l'espace, il est plus grand, il fait de plus grandes enjambées et tout simplement, en fait, il peut punir Derrick White. Donc, voilà. Ça aussi, c'est, à mon avis, le contre-move pour Jason Kidd à utiliser. C'est si Boston joue un peu trop sur ce côté match-up et en mettant n'importe qui, n'importe où, juste pour les écrans, juste tu fais pas d'écran en fait, hein, et t'attaques un peu frontalement, surtout que Washington c'est pas non plus un non-shooter total ou un non-scoreur total, il est capable, il y a un peu de création tout de même, donc voilà, ce genre de situation où tu pré-switch avec un Derrick White qui est placé sur Washington pour les écrans, non, en fait, pas d'écran, je donne la balle à Washington qui peut te punir. Et puis d'ailleurs, c'est ici, non c'est pas ici, on verra ça plus tard alors, mais encore une fois, hop, que se passe-t-il? Pick and roll, organisation du terrain, 2 de ce côté, un seul de ce côté qui est dans le corner. En plus, cette fois, c'est même pas un non-shooter, enfin, même pas un bon shooter, pardon. C'est plutôt Washington qui peut respecter. Mais c'est quoi l'important? C'est qu'on n'a personne sur l'aile pour venir faire un stunt. Donc, Doncic, il obtient le switch, il peut avancer et personne ici ne vient le gêner. Donc, nord-sud, je vais sur mon spot. Et voilà. Le pouvoir de organiser le terrain de la bonne manière et d'attaquer le bon côté du terrain. Pas de stunt. Je peux progresser, je peux aller jusqu'au panier. Donc voilà, et puis voilà, c'est ici le bully ball partie 2. Plutôt que d'attaquer en semi-transition et isolation, on fait aussi un post-up. Et donc PJ Washington, post-up sur Derrick White. Le post-up, la faute, 2 lancers francs pour PJ Washington. Et voilà, ça c'est comme dit, hein, c'est pas du tout... en fait, on cherche pas à vouloir initier l'attaque de base avec Washington, c'est juste que c'est un contre-move, c'est une réponse au fait que Mazzulla joue un peu avec les match-up. Donc si tu veux vraiment faire n'importe quoi avec les match-up pour nous gêner, mais pas de souci. On a ce contre-move de on peut te punir en fait, hein. On peut te punir très simplement avec donc Washington qui attaque. De nouveau Porzingis de retour sur le terrain et donc qu'est-ce qu'on fait côté Boston? On s'organise pour le laisser loin du ballon. Est-ce que vous avez vu ou pas? Remontons l'action. On est ici Porzingis qui est le plus proche de Lively, donc quand Lively va aller poser son écran, Porzingis dit non attends, toi Derrick White tu le prends, Derrick White il dit aussi pareil, toi tu vas dans le corner, voilà. Ça pré-switch l'action et comme ça sur le ballon, sur l'écran, on peut switcher, pas de Porzingis, tir contesté que Doncic met, donc ça c'est comme ça, c'est le jeu aussi, mais voilà, le genre de pré-switch et de concept utilisé par Boston pour, regardez en plus, Mazzulla en plus, vous le voyez, il tape dans les mains, vite, on le fait, on switch, voilà, et comme ça Porzingis peut rester loin de l'action et n'est pas impliqué sur le ballon, comme ça on peut switcher, et voilà, tir compliqué, on est content de concéder ça. Et puis pareil, ici en transition, qui sort un peu de nulle part, un espèce de blitz qui va laisser ouvert Derrick Jones Jr., sauf que Jones n'est pas capable d'en tirer profit. Alors qu'est-ce qui se passe si on ralentit? On a de la transition qui remonte, et d'un coup, on a Jrue Holiday qui va faire un blitz ici. On ne sait pas trop pourquoi, peut-être pour apporter un peu de diversité. Donc 2 sur le ballon en semi-transition, on empêche Doncic d'avancer, voilà. 2 sur le ballon, donc ça libère vers Derrick Jones Jr., qui a un peu d'espace, qui prend pas le shoot, qui va attaquer. Et vous avez vu en plus que Jrue Holiday vient prendre le match-up, et Derrick White s'en va. Voilà, c'est un blitz qui permet le switch, voilà, on appelle ça comme ça, un blitz to switch, voilà. Et Jones a un peu l'avantage, il va attaquer, sauf qu'on a Porzingis qui est en deuxième rideau, qui va permettre de protéger, en plus Tatum également, donc voilà, 3 contre 1. Et ça fait aussi partie du jeu pour moi, c'est qu'on a pas mal de... en plus rebond offensif et 3 points qui est manqué par Irving, qui aurait pu être un énorme 3 points. Mais je pense qu'on a aussi beaucoup de déchets en transition de la part de Dallas, mais vous avez vu que c'est pas que Dallas, hein. Il y a aussi une bonne défense de Boston qui s'organise, le blitz, le switch, la protection de panier grâce à Porzingis notamment, parce qu'on arrive à le tenir loin du ballon. Donc voilà, c'est parfait côté Boston, mais pas mal d'opportunités gâchées, je trouve, en transition sur ce match-là par Dallas. Donc voilà, on avance. Hop, voici Irving face à Derrick White. On fait venir Derek Lively et pareil, cette notion du pré-switch. Sauf que là, Jaylen Brown, il n'entend pas quand Porzingis lui dit attends, prends-le. Il le prend pas et donc conséquence, on a un pick and roll de facto un peu classique et Irving peut aller sur son spot le marquer. Voilà pourquoi est-ce que depuis le début, ça fait ce genre de pré-switch et voilà pourquoi on ne veut pas Porzingis sur Lively parce que voilà, la couverture classique de un écran Porzingis qui reste en retrait et ça laisse venir. C'est pas bien parce que Doncic et Irving sont capables de punir, donc qu'est-ce qu'on fait? On essaie de switcher, sauf que là Jaylen Brown il n'entend pas il n'entend pas, donc il fait pas le pré-switch comme on a vu tout à l'heure, et donc voilà, dès qu'il y a une erreur, dès qu'il y a une petite erreur, Dallas arrive à le punir dès qu'on retombe en fait sur le schéma classique de Porzingis sur le gros, et là ici que se passe-t-il? Ça passe sous l'écran, ça dégaine le pull-up et ça le met.
l'énorme 3 points qui a permis de repasser à -8 à peine. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, Kleber qui est ici, défendu par Porzingis qui reste en retrait. Jaylen Brown, hop, je passe sous l'écran. Mais donc, comme je passe sous l'écran, là, Doncic a dit, bon, bah, si j'ai de l'espace, je dégaine immédiatement. Pull-up à 3 points ouvert. Et badaboum. Voilà, ça, pour moi, c'est pas exactement pareil que essayer de forcer un pull-up à 3 points face à Horford et de pas punir Horford. Là, c'est pas pareil. S'il passe dessous, t'as de l'espace, donc t'es un peu ouvert. En plus, t'es en forme. Ok, là-dessus, aucun problème. Très bonne lecture de la part de Doncic. On avance cette fois. Hop, qu'est-ce qui se passe? On essaie de faire venir un écran. Non. On donne le ballon à Irving. Et je pense que c'est un peu une opportunité loupée de la part de Dallas. Ici, ça se finit avec un turnover en plus par Irving. Et pourquoi? Parce que regardez, en plus, on avait Lively qui était défendu par Porzingis. Il y avait un peu des... Boston n'avait pas réussi à faire ses match-up voulus. Donc, là, on se dit, bon, bah, il va venir poser son écran. Et en fait, non. En fait, non, on fait une sortie d'écran pour Irving pour attaquer ici. Bref. Petite opportunité manquée et ça se finit en plus par un marché, un turnover, encore un turnover non forcé de la part de Dallas, encore un. De nouveau, le voici, le voilà, vous le reconnaissez, le side pick and roll, personne dans le corner, tout un quart de terrain libéré et side pick and roll, le pick and roll qui va sur le côté plutôt qu'à l'intérieur mais sur le côté et donc ça permet d'isoler et de cibler le pick and roll et donc Porzingis qui reste en retrait ici et donc s'il reste en drop par rapport au niveau de l'écran, il y a de l'espace donc pour le pull-up à 3 points qui va être dégainé, malheureusement loupé, mais là pour le coup on est sur un vrai bon tir, un tir ouvert. Et un tir que Irving est capable de mettre. Donc c'est pour ça que pour le coup, je pense que c'est un vrai bon système à utiliser par la suite parce que en effet, tu peux totalement arriver à libérer de très très bons tirs, soit donc des pull-up à 3 points, soit contre Al Horford qui va monter haut et faire un switch, bah, tu fais une isolation comme on a vu tout à l'heure, et isolation il peut l'amener jusqu'au panier. Donc voilà, le side pick and roll à surveiller à mon avis côté Dallas pour le match 2, alors que là on va enchaîner avec Jaylen Brown, le magnifique Jaylen Brown qui se transforme en Robert Covington en meilleur ailier défenseur off-ball de NBA. Qu'est-ce qui se passe ici en fait? Bah, c'est pareil, c'est le jeu des match-up premièrement, Horford sur Derrick Jones Jr. Donc ça nous permet de pas craindre le pick and pop et de mettre 2 sur le ballon. Donc on arrive à contenir Doncic de cette manière, ok. Sauf que Jones, cette fois, il fait pas le pick and pop, il se fait pas avoir. Il sait qu'il est pas trop défendu au pick and pop, donc il va rouler au panier. Donc 2 sur le ballon, la pression, sauf que lui, il est seul pour aller au panier, sauf que non. Le timing parfait de la rotation de Jaylen Brown. Même si, bon, en vrai, il aurait pu être ici un peu plus tôt et pas prendre autant de risques, parce que là, le timing est bon, mais c'est un peu risqué ce genre de rotation, mais il le fait. Et puis pareil sur la deuxième rotation, hop, au panier. Jaylen Brown, a.k.a. Robert Covington, sur ce match-là, a fait 2 magnifiques contres. On avance, fin de 3e quart-temps, un écran posé extrêmement haut. Voilà, le voilà enfin. On n'a pas eu tant que ça, on espère en voir plus, mais l'écran posé très très haut qui permet que Doncic arrive lancer, et pourtant, eh ben non, pas du tout. Pas du tout le bon tir, pas du tout la bonne décision à mon sens, parce que l'écran qui est posé haut, ça permet quoi? Ça permet d'éliminer, je roulais l'action et d'attaquer dans tout cet espace, de faire arriver lancer Doncic. Donc là c'est parfait. Il sort de l'écran, il arrive lancé à pleine vitesse déjà contre Al Horford qui est à reculons et qui doit gérer tout cet espace. Donc là on se dit bah, c'est parfait, il peut driver au panier. Et en fait non, Doncic revient sur sa main gauche et isolation, le pull-up à 3 points contesté. Voilà, ça on finit avec ce tir alors qu'on rêvait de écran posé très haut, on rêvait de un lay-up ici dans tout cet espace avec un Doncic qui arriverait lancé. C'est tout de même un peu dommage et j'espère qu'on aura quand même de meilleurs choix dans le match 2 et des switches un peu mieux punis. Parce que là, c'est un peu décevant. On enchaîne avec un petit système en sortie de temps mort. Qu'est-ce que c'est? On change un peu. Une sortie d'écran pour Luka Doncic. Et oui, c'est pas très fréquent, mais c'est un peu le but, c'est d'apporter un élément de surprise. Donc, sortie d'écran, je remonte pour un tir ouvert à 3 points. Mauvaise communication avec Jaylen Brown, encore une fois, au niveau de la défense. On sait pas pourquoi il prend pas du tout la responsabilité de Doncic qui remonte. On sait pas. Il est ouvert. Malheureusement, manqué. C'est vrai qu'on l'a même pas encore trop évoqué, mais ils sont à quoi? 25-26% à 3 points sur ce match-là. Donc un peu une sous-réussite pour Dallas. Je pense que ça devrait scorer un peu plus et un peu mieux à l'avenir. Et là, pour une fois qu'on avait Irving qui est arrivé, ici, à faire un drive jusqu'au panier, on a Jaylen Brown qui défend le panier. Voilà, encore une fois, Robert Covington était présent sur ce match-là. Et donc il vient totalement effacer un drive, alors que pour une fois, on avait réussi à obtenir un drive. Donc, super de la part de Jaylen Brown qui, après l'erreur de switch de tout à l'heure, se rattrape bien ici. Et puis là, pareil, qu'est-ce que c'est? Un petit système, on donne la balle ici, poste haut à Gafford. Et on va faire un jeu off-ball pour Irving qui va faire une feinte de ici. Et en fait, non, backdoor de l'autre côté.
super, sauf que excellente rotation de Hallerford ici qui vient compenser. Et là on peut dire bon, bah, s'il abandonne, ça veut dire qu'il y a un shooter ouvert. Mais sauf que vous voyez bien que dans le feu de l'action, c'est compliqué pour Irving là de reconnaître, de faire la passe. Bon voilà, au final ça se termine en tir bien contesté. Donc magnifique de la part de Boston et de Hallerford. Et puis on finit avec la différence entre Kyrie Irving dans le corner ou alors Maxi Kleber dans le corner. Est-ce que vous l'avez vu? D'ailleurs, excellentissime possession des défensives de la part de Hallerford qui est ici. Isolation 1 contre 1 face à Jrue Holiday. On attaque là encore le côté du terrain où il n'y a personne sur l'aile. Hein. Vous voyez que de ce côté-là on a quelqu'un, de ce côté-là on a personne. Donc on attaque ici comme ça personne ne peut venir gêner en début de drive. Ok. Sauf que ici Hallerford il craint beaucoup moins Maxi Kleber que la dernière fois Irving dans le corner. Donc cette fois regardez que se passe-t-il. Hop, prise à 2. Voilà. Clairement prise à 2, quitte donc à concéder une passe près, une passe directe vers un shooter, mais la passe est un peu imprécise, et puis en plus, Hallerford a le temps de revenir, c'est pas un shooter génial non plus Kleber, hein, mais la passe est pas très bonne, donc pas de catch and shoot direct. Ensuite, ça vient switcher sur l'écran, ici, Hallerford toujours, qui fait tout sur cette action, qui finit par contester le tir. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc voilà, c'est aussi la différence, c'est que sur un 1 contre 1, on a une aide qui vient de la part de Hallerford, parce qu'on craint pas forcément et qu'on a le temps de aider et revenir, voilà. Et puis le rempart Hallerford, génialissime. Je stunt, je reviens, je switch, je conteste, parfait. Parfaite possession de la part de Hallerford. On avance, cette fois c'est du 1 contre 1 pur et dur, et là encore, l'aide qui vient depuis le corner. Et vous avez vu la différence, hein. La différence quand c'est Derrick Jones Jr. dans le corner plutôt que Kyrie Irving, bah, c'est que le mec du corner, donc là Porzingis peut venir aider totalement. Donc 1 contre 1, ça vient aider depuis le corner, et donc 2 contre 1 ici. Voilà. Et évidemment, Derrick Jones Jr. n'est pas un shooter qui peut dissuader et empêcher les aides de venir. Donc voici, et puis sur action secondaire, 2 contre 1. Mais là encore, ben voilà, c'est l'avantage d'avoir Porzingis sur Jones Jr. C'est qu'une première fois, hop, il abandonne parce qu'il ne craint pas son shoot. Ok. Et puis une deuxième fois, deuxième pick and roll, ben, on met de la pression sur le ballon, et surtout, ben là, c'est Jones en catch and finish. C'est pas Lively, c'est pas Gafford, et donc, encore une fois, il n'a pas la verticalité, il n'a pas les centimètres d'un pivot, et donc, Porzingis peut à la fois contenir le drive de Kyrie, et puis aussi ne pas craindre un catch and finish d'un vrai pivot. Ça conteste, magnifique. Voilà le pouvoir des match-ups des Boston Celtics. Heureusement, comme souvent sur ces playoffs, la possession à la fin est sauvée par un drive de Washington. Mais voilà, c'est sur des 1 contre 1, l'aide depuis le corner, cette fois elle vient quand il n'y a pas un assez bon shooter dans le corner. Et puis ensuite, hop, le roll et le catch and finish pas au niveau parce que c'est pas un vrai pivot, faut pas lui en vouloir à Derrick Jones Jr., c'est comme ça. Et puis PJ Washington qui vient sauver la possession. On commence à être habitué à ça, hein, côté Mavericks. On enchaîne avec de nouveau Doncic qui essaie d'impliquer Porzingis dans l'action et qu'il y arrive. Et pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi? Si on ralentit, que se passe-t-il? Évidemment, Irving va se placer dans le corner, donc pour empêcher l'aide depuis le corner, ok. Vous voyez que ça n'aide pas cette fois-ci, hein. Contrairement aux 2 actions d'avant qu'on a vues, cette fois ça n'aide pas depuis le corner, et puis surtout, hop, personne sur l'aile. Donc il n'est pas gêné sur son drive, il peut aller sur son spot, voilà, au panier et faute. Voilà toute la différence quand on arrive à organiser le terrain pour faire en sorte que Doncic drive, versus quand on n'y arrive pas et qu'on arrive à le gêner. Ben voilà, ça fait une énorme différence entre possession qui marche ou alors qui ne marche pas du tout. Hop, petite variation défensive aussi de la part de Boston. Regardez qu'est-ce qui se passe. On a Pritchard sur Doncic après une transition, donc un mismatch. Et donc ce mismatch, pour le coup, on va le protéger. Donc on le protège comment? Avec un blitz, donc une prise à 2, hop, ici, pour forcer Doncic à lâcher la balle. Voilà. C'est pas forcément ce qu'on voyait en saison régulière, mais pour le coup, ici en playoff, quand on a sur un contre 1, Doncic contre Pritchard, on déclenche de suite la prise à 2, voilà, et on te fait lâcher la balle. Parce que sinon c'est pas assez rentable. Donc le blitz, et d'ailleurs vous avez vu que le blitz a permis de créer le switch, pour le coup. Parce que là on a Pritchard, là on a le blitz, prise à 2, et qui c'est qui s'échappe ensuite de la prise à 2? Bah c'est pas Derrick White, c'est Pritchard qui s'en va. Et donc on a de nouveau un match-up bien plus acceptable que Derrick White contre Doncic, même si c'est tout de même pas assez, hein, Derrick White n'est quand même pas génial en 1 contre 1, et vous allez voir d'ailleurs que Doncic peut pour une fois enfoncer Derrick White, aller sur son spot et prendre la faute. Voilà, donc pour le coup, il y a du bon et du moins bon, mais à noter, mine de rien, cette tactique de dès qu'il va y avoir Pritchard, on va déclencher le blitz, voilà, ça permet de le faire partir, mais tout de même, pour une fois, on a Doncic qui va être isolé sur tout ce quart de terrain, et face à un premier rideau qui est pas assez costaud, et ben, je peux aller sur mes spots. Voilà, ça c'est un peu ce à quoi on s'attendait en preview de Doncic qui arrive à abuser
physiquement son premier rideau quand il a la place et l'espace de le faire. Donc voilà, de nouveau ici sur une remise en jeu, un switch qui va... Voilà, Boston fait un switch all, pourquoi? Parce que on ne veut pas concéder aucun décalage sur l'écran, donc ça switch. Et que se passe-t-il? Le pull-up à 3 points par-dessus. Bon, là encore, je suis pas hyper fan de ce tir-là, sachant que Pritchard est plus petit, donc bon, ok, ça a un peu de sens de dire je shoot par-dessus, mais c'est dommage, encore une fois, de pas profiter pour aller au panier, quoi, parce que, bon, effectivement, on avait peut-être un stunt, quelqu'un qui était prêt à aider, là. Pour le coup, on avait Jrue Holiday qui était prêt à abandonner à PJ Washington pour boucher le terrain, mais bon, ça aurait été un peu plus intéressant de le voir tester, en tout cas, de tester ce drive. De nouveau, que se passe-t-il ici? On va aller tester Dereck Lively, qui est défendu par Porzingis. Ok, sauf que Porzingis qui appelle encore une fois le pré-switch, le voici, et donc c'est Pritchard qui prend Lively pour que Porzingis ne soit pas impliqué sur le pick and roll. Voilà, Pritchard qui arrive, et donc ça switch sur l'écran et ça blitz. Voilà, comme dit, le pré-switch pour protéger Porzingis et qu'il ne soit pas sur l'action, ici même, et puis ensuite, pour protéger cette fois Pritchard, le blitz dans le dos, hop, prise à deux sur Doncic pour créer le turnover. Donc finalement, il n'a pas tant que ça été défendu à 1 contre 1. Nouveau système, et cette fois-ci, c'est encore une fois le jeu des match-ups qui a été magnifiquement fait par Joe Mazzulla. Regardez, que se passe-t-il? Encore une aide, encore un mauvais tir, et pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que nous avons Peyton Pritchard qui est sur PJ Washington. Et donc, quand Dallas veut impliquer et veut cibler Pritchard, ça veut dire que le poseur d'écran, ça doit être PJ Washington. Bon, c'est pas du tout intuitif, alors qu'on pourrait se dire, bon, Pritchard, il est petit, on va le mettre sur le plus petit possible, Irving. Mais sauf que non, parce que Irving, c'est un bon shooter. À la place, on le met sur Washington, comme ça, celui qui vient poser l'écran pour que Pritchard soit sur Doncic, c'est Washington. Et donc, vu que c'est Washington, qu'est-ce qui se passe? Ben, Holiday peut l'abandonner. Il fait un stunt très agressif. Regardez la différence de stunt comparé à quand c'était Irving dans l'aile. Souvenez-vous, où à chaque fois, Jrue Holiday faisait un bluff et ensuite revenait. Là non, là il fait un vrai stunt, il vient boucher l'espace complètement. Et puis, Doncic est obligé de se contenter d'un pull-up à mi-distance. Voilà, donc c'est simplement le jeu des match-ups de on met Pritchard sur Washington, comme ça c'est Washington qui vient aider, et comme ça, Jrue Holiday, ça switch sur l'écran, ok, mais ensuite Holiday peut l'abandonner complètement. 2 contre 1 ici, et on freine le drive, on empêche Doncic de venir enfoncer au panier Pritchard. Et donc, encore une fois, on arrive à endiguer l'attaque de Dallas et à empêcher de cibler le mauvais match-up. De nouveau, le side pick and roll. Est-ce que vous l'avez vu? Le side pick and roll, personne dans le corner ici. Voilà. Et un écran qui part vers le côté. Donc, tout un quart de terrain pour Irving qui sort de l'écran. Ça fait un switch parfait. Et là, comment est-ce qu'on l'attaque? Eh ben non, on attaque mal. Il était vraiment pas dans son assiette, hein, le pauvre Irving, parce que là c'était parfait. Il avait obtenu le switch. Parfait, sur un quart de terrain qui était à peu près libéré pour lui, donc il y a de la place d'agir, sauf que là il tombe, pour une fois il se dribble pas sur le pied, il tombe, donc pas très en forme malheureusement Irving sur ce match 1, et heureusement PJ Washington vient sauver tout ça, ici, drive plus rebond, voilà, ça fait du bien ce bully ball, hein, pour le coup de Washington, j'espère en voir beaucoup plus sur le match 2, dès le match 2 plutôt on va dire comme ça, mais d'ailleurs, vous voyez, hein, c'est Washington qui est sur Pritchard, enfin, plutôt Pritchard qui est sur Washington, parce qu'il y a ce jeu de match-up qu'on a détaillé juste avant. Mais donc comment est-ce qu'on le punit? Si tu fais ce match-up pour les écrans, pas de souci, mais moi pas d'écran, je t'attaque directement, bully ball, et puis voilà. Ça fait quand même du bien. Ça fait du bien parce qu'on retrouve un peu le Dallas qui est un peu costaud, qui est un peu imposant et qui a fait du mal, notamment à l'escouade de OKC, aussi aux Wolves. Et puis pareil. Vu que Boston joue un peu avec les match-up et a voulu mettre Pritchard tout à l'heure, là, Pritchard sur Washington pour les écrans, qu'est-ce qu'on fait? On donne la balle à Washington encore une fois. Et donc, Washington y attaque, isolation. Et Washington, comme dit, il a un peu de création, c'est pas n'importe qui, donc il peut totalement faire un drive and kick. Un drive and dish. Une drop-off passe sous le panier, parfait. Donc, on ne veut pas forcément que PJ Washington initie l'attaque de base, mais c'est le contre-move parfait pour contrecarrer ce jeu des match-up fait par Joe Mazzulla. Et puis là encore, c'est peut-être l'action la plus importante de ce match pour moi. Elle donne rien, vous allez voir. Hein. Regardez, c'est juste ça switch, il y a une faute, ok. Mais pourquoi c'est important? C'est parce que peut-être qu'on a trouvé un truc là, côté Dallas, peut-être qu'on a trouvé un truc, parce que en effet, Lively, hop, je me perds. Lively est ici et il n'est pas défendu par l'intérieur. Ok, il est défendu par Tatum, hein, ça on le sait. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait poser un écran très haut. Donc Boston
vu que c'est Tatum, ça switch l'écran, il n'y a aucun problème. Mais sauf que l'écran est posé très très haut, et donc on a tout cet espace, et surtout, switcher aussi haut est compliqué, et donc on a aussi la possibilité, dans tout cet espace, ensuite, d'attaquer le switch de par la verticalité. Et donc, théoriquement, Jrue Holiday, il pourrait, ici, il peut switcher, donc là il tombe, ok, mais même s'il tombe pas, on peut totalement faire un écran à ce point, à cette hauteur, et puis ensuite le faire plonger très très vite, et donc aller embêter le switch de cette manière, parce que là, dans tout cet espace, bon ben, je pense que Lively, avec ses centimètres, peut totalement avoir un lob, ou en tout cas la position par rapport à Jrue Holiday. Donc, voilà. Peut-être par sérendipité, je ne sais pas, mais là je pense qu'on a trouvé un truc. On a trouvé un truc côté Dallas avec, même certes il n'est pas défendu par un intérieur, donc ça va switcher, mais on peut faire mal au switch avec tout cet espace dans lequel on lance le plus grand, le beaucoup plus grand Lively ou Gafford. Donc pourquoi pas trouver un contre-move de cette manière. Et puis on termine par cette dernière action, et là pareil, peut-être un contre-move qui a été trouvé, qui a été testé en fin de match 1, peut-être pour la suite. C'est ce qu'on appelle cut the stunt. Alors qu'est-ce que c'est? Pick and roll, ça vient switcher, ok. Le stunt, vous le savez, c'est quelqu'un est sur l'aile, et le stunt, c'est ça. C'est le dézonage qui va venir se mettre dans le chemin. Et donc, regardez ce que fait Josh Green. Il fait ce qu'on appelle, il cut the stunt. Donc, il coupe dans le dos du stunt. Voilà. Il vient couper dans le dos du stunt, et donc, forcément, que se passe-t-il? Bah, ça vient attirer le stunt. Ça vient regarder Jrue Holiday, obligé de reculer et de suivre, parce qu'il y a le cut. Et donc, s'il suit pas, il y a juste quelqu'un qui vient de se démarquer dans le dos. Donc, c'est un peu débile. Donc, forcément, il suit. Hop. Et donc, on arrive à enlever le stunt, vous avez vu, on arrive à enlever le stunt et cette aide, et ce qui permet à Doncic, ensuite, bah, vu que Jrue Holiday s'en va, ça lui permet d'avancer, d'aller sur son spot. Bon, le tir est manqué, parce que pas en forme du tout, mais vous voyez que dans l'esprit, c'est, je pense, un excellentissime contre-move, ça. C'est classique, hein, le stun, comment est-ce qu'on peut le battre? C'est en s'écartant de l'autre côté pour se mettre le plus loin possible et prendre le tir, ou alors, au contraire, en coupant dans le dos, et donc là c'est ce qui est fait, ça coupe dans le dos, donc ça attire le stunt, et donc ça permet à Doncic d'avancer, sans le stunt, sans l'aide, sans le mec qui bouge le terrain, et je vais sur mon spot pas loin du panier, et ça, ce tir-là, il est capable de le mettre. Donc, à quel point est-ce que le match 2, à partir du match 2, on peut avoir plus de ce genre d'ajustement? Le premier, c'est celui-ci que j'aime beaucoup, moi c'est l'écran placé très très haut, pour permettre que, bah, ok, ça switch si tu veux, mais dans tout cet espace, Lively a plus de chances de gagner la course avec ses centimètres que Jrue Holiday. Voilà. Premier ajustement excellentissime à mon sens, et il y a pas mal de trucs à voir et à creuser. Et puis l'autre, c'est ici. Ça switch sur l'écran, mais plutôt que de faire un pull-up à 3 points parce qu'on peut pas driver, en fait, on fait couper dans le dos du stunt pour attirer, pour annihiler le stunt, et comme ça on peut avancer. Parfait. Et voilà. Donc d'ailleurs, vous remarquez qui est dans le corner côté fort à une passe près, c'est Kyrie Irving, comme ça, Derrick White ne peut pas aider. Et donc voilà pour ce décryptage tactique de l'attaque de Dallas contre la défense de Boston. Vous voyez que mine de rien, Boston fait quand même beaucoup de très très bonnes choses en termes de match-up notamment, et comment est-ce que ces match-up arrivent à dicter le jeu du pick and roll et la guerre du pick and roll, donc très très bien de ce côté-là. Et donc on verra pour la suite de la série, et on se retrouve très bientôt pour un prochain décryptage tactique. Ciao.